Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Multi-21 pour une nouvelle review. Ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu, la dernière fois qu'on s'est vu on était en Océanie, depuis on est allé en Asie de l'Est et pour parler des deux derniers Grands Prix avec moi, Grand Prix de Chine, Grand Prix du Japon, Thomas Felizardo, salut Thomas. Salut Clément, salut à tous. Et Pierre Meslet, salut Pierre. Bonsoir à tous. On s'excuse bien évidemment de ne pas avoir fait de review du Grand Prix du Japon seul, c'était ma faute, j'avais un ordi défaillant, mais ça tombe bien qu'on parle des deux puisqu'on va pouvoir parler de certaines dynamiques qui vont être assez intéressantes et finalement je pense qu'on est assez d'accord pour dire qu'on avait besoin de 2 week-ends pour voir assez de choses spectaculaires. Tous les Grands Prix ne seront pas comme le Grand Prix d'Australie, nous n'aurons pas des victoires autres que Verstappen à chaque fois, donc c'est important d'avoir un peu de matière pour parler. Et on va commencer, je pense, messieurs, par ce qui a été le moment le plus sympathique des 2 derniers week-ends de course. C'est cette qualif sprint. On a suffisamment craché sur le sprint et sur tout ce qu'il apporte pour se réjouir de cette qualif sprint à Shanghai sous la pluie, sur un circuit que la F1 n'avait pas vu depuis 5 ans. Il y avait des petites vibes Turquie 2020 qui m'ont bien plu. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'était quand même assez sympathique à voir. Et on a vu tout le talent des pilotes dans ces conditions très très délicates. Pierre. Alors oui, il y avait un petit air de Turquie 2020. Alors la seule différence qu'en Turquie, ils avaient refait intégralement le bitume. Alors là aussi, il y avait une couche de résine qui avait été mise c'est ça. Pour empêcher la dégradation. De couches de résine, mais il y avait aussi une histoire de peinture ou je sais pas quoi. Enfin, en fait, la peinture, ils ont refait la piste il y a quelques années et c'est la première fois qu'il y a des voitures aussi performantes qui roulent sur ce circuit depuis qu'il a été refait. Et pour éviter que le tarmac se désagrège complètement, ils avaient mis cette résine pour solidifier en fait. Et certains avaient cru que c'était de la peinture parce que ça a un effet un peu brillant et fonçant et presque liquide en aspect. Donc ça ressemble à de la peinture et on l'a vu au fur et à mesure du week-end, il y avait la trajectoire qui se dessinait, même sur le sec, et on voyait les autres zones qui étaient quasiment pas utilisées, qui restaient assez sombres et assez plates, tandis que la trajectoire elle devenait de plus en plus vivante, plus grise, etc. et avec des traces de pneus. C'est ça. Après, alors la Chine, oui, ça faisait 5 ans. Là, c'était la première édition avec les nouvelles F1 introduites depuis 2022. Donc c'était voilà, ça changeait un petit peu par rapport à d'habitude et on a eu une qualif pour la sprint vraiment exceptionnelle, c'est-à-dire une hiérarchie un peu bouleversée. Pour une fois, c'était pas Verstappen qui était en pole. Il a même fait une erreur. Charles Leclerc, pareil, qui est parti à la faute. Une pole ubuesque de Norris, parce que au moment de la qualif, il signe un premier chrono, mais le chrono il est annulé, il refait un deuxième tour, et le deuxième tour finalement pareil c'est annulé. Enfin bon, ça a été un bazar monumental, et à la fin, je crois que c'est le chrono de son premier tour, il me semble, qui lui est de nouveau du deuxième tour, pardon. Qui lui est réattribué, qui lui permet d'avoir la pole, alors qu'à un moment donné on pensait que c'était même Hamilton qui était en pole. En fait, ouais, ce qui s'est passé, c'est que initialement, historiquement, pendant des années, au dernier virage de ce circuit de Chine, tu avais juste un grand dégagement en béton et pas du tout de gravier. Et là, ils ont mis du gravier. Le fait de sortir large te donnait un avantage pour le tour en cours et pour le tour d'après, parce que ça te donnait de l'élan. Et là, effectivement, comme tu viens de le dire, ils ont mis du gravier. Et le mix gravier plus pluie fait que si tu sors large, en fait, tu gagnes rien du tout. Donc évidemment, dans le tour en cours, les temps ont été annulés parce que tu sors des limites de piste. T'as un temps gagné ou pas, tu sors des limites de piste, donc ça, le temps est annulé, il n'y a pas de problème. Et ils étaient partis du principe que le tour d'après était aussi annulé. Sauf que, comme j'ai dit, avec la pluie et les graviers, en fait, tu perdais énormément de temps, ça te ralentissait dans ton élan, et donc sur le tout début de ton tour, donc on gagnait rien. Et en fait, ça fait que les 2 tours étaient annulés, et ensuite ils sont revenus en arrière. Ils l'ont fait aussi pour Verstappen, hein. Le tour de Verstappen a été réinstallé de la même façon, mais c'est pas la première fois dans l'histoire que ça arrive, hein. C'est arrivé dans d'autres qualifs par le passé. Et donc c'est ce qui fait que Norris a récupéré sa pole, alors qu'on pensait tous qu'elle était pour Hamilton, quoi. Mais un tour exceptionnel, parce que 1 seconde 3 d'avance quand même. Ah bah, 1 seconde 3, il a été exceptionnel. On rappelle qu'au niveau des conditions, je veux dire, c'était
ils étaient vraiment sur des œufs là. Enfin, même avec. Ils étaient en full wet, je crois. Non, ils étaient en inter. Ils étaient En en inter. inter, mais c'est la piste en elle-même qui était glissante. Il n'y avait pas forcément besoin d'évacuer plus d'eau. Donc les wets n'étaient pas nécessaires. Mais comme l'a dit Clément à juste titre, il y avait des petites vibes d'Istanbul 2020 parce que même sans avoir trop d'eau, le circuit la drainait pas et il y avait un aspect glissant qui faisait que les voitures étaient très très difficiles à manier. Et moi personnellement, j'ai été assez étonné de voir Verstappen avec autant de difficultés. Parce que pour moi, sur la grille, c'est clairement dans le top La 3 des référence. meilleurs pilotes sous la pluie, voire la référence, ouais. Comme tu dis, Pierre, à juste titre. Donc j'étais assez étonné de ne pas le voir enquiller un tour très rapidement et qu'il le plaçait devant, en fait. Ouais, je te rejoins là-dessus, surtout qu'on l'a vu justement dans ces courses à conditions un peu spéciales. On se rappelle du Brésil en 2016 ou de la Turquie en 2020. Il a toujours été très performant par rapport Ouais, au reste de tout la à grille. Il n'avait pas fait la Bah, pole ou en même, Turquie en 2020. Mais oui, effectivement, c'était un peu étonnant de le voir marcher sur des œufs. Après, est-ce que c'était pas une préparation pour le reste du week-end de la part de Red Bull qui savait que de toute façon ils avaient de la marge sur la course sprint et ça s'est vérifié. Peut-être. Ça, je sais pas. Peut-être. Après, l'intérêt pour moi de cette qualif sprint, enfin vous me direz vos avis juste après, mais l'intérêt de cette qualif sprint était vraiment dans la pluie. Si c'était sec, ça aurait été une séance comme n'importe quelle autre, avec un résultat comme le reste de la suite du week-end dans mon sens. Hein. C'est vraiment la pluie qui a... Je pense que ça fait 4 ans désormais qu'il y a des sprints en F1. Ça doit être la première fois que sur ce podcast on en dit du bien d'un sprint C'est vrai. dans son intégralité. Donc effectivement, oui, c'est plus, tu as raison, le temps. Et ce qu'on a vu lors du sprint, de la vraie qualif et du Grand Prix, c'est-à-dire sur temps sec, nous a rappelé aussi la réalité et le fait que sans la pluie, il y avait beaucoup moins d'intérêt pour la victoire dans cette saison que dans des conditions assez délicates. Oui, c'est clair. Moi, ce que je souhaite aussi faire remarquer, c'est le format sprint a un petit peu évolué Ça, c'est par très bien. rapport, par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a toujours une séance le vendredi. On enchaîne juste après avec la qualif sprint. Il y a la course sprint. Ouais, Euh, le samedi matin. Ouais. Samedi C'est matin, ça. ouais. On a maintenant la possibilité de toucher au réglage de la voiture. On n'est plus sous régime de parc fermé. Donc ça, c'est quand même Le plutôt parc pas fermé mal. commence à la fin de la sprint, effectivement. Ouais. Et c'est C'est ça. sans ça que c'est très bien, je pense. Donc ça, c'est pas mal. On a la qualif pour la course, alors que l'année dernière, c'était l'inverse. On se tapait la qualif le vendredi et puis c'était journée sprint le samedi pour reprendre la course avec la grille du vendredi. Enfin, c'était un vrai bordel. Donc ça, je trouve que ça a été plutôt bien réarrangé. Maintenant, encore une fois, bon, je suis pas très fan. Ça, c'est la première chose. Surtout sur un circuit comme ça, je pense que c'est Sur, vraiment un mauvais sur la circuit. Chine, c'était peut-être pas. Voilà, c'était Bon, peut-être après, pas il y a la- pire. Sur pas la quel, meilleure sur idée. quel circuit ça fonctionne? À Bah, part une- Sao Paulo, Ouais, pour j'allais dire l'instant, tous les Interlagos. circuits qui ont été testés, j'ai pas vu de grande réussite. Non, c'est vrai que t'as raison Clément, il n'y a pas eu Oui. souvent des Non, réussites mais il y a, là-dedans. il y a quasiment que Interlagos que ça fonctionne. Ouais. Même Spielberg, qui est quand même très rapide. Même Moi, j'ai pas des Monza, ça souvenirs de marche pas, courses. hein. Voilà quoi. Non, je suis d'accord avec vous. Hein, ouais. Si on passe au-delà de la sprint, messieurs, pour parler un peu de ce Grand Prix, alors, on va avoir pas mal de sujets qui vont être transversaux, mais on va juste avoir un sujet qui va être sur cette course-là. Je pense que c'est le cas Lance Stroll, puisqu'on l'a pas trop vu lors de ce Grand Prix du Japon, alors que là, en Chine, il s'est illustré, notamment lors du restart, en venant s'empaler sur Ricciardo devant lui. Alors, certains nous diront que les voitures ont de plus en plus ralenti et que lui n'a été que celui qui a freiné trop tard, sauf que tous les pilotes devant lui ont freiné suffisamment tôt et tous les pilotes derrière lui ont freiné suffisamment tôt. Donc il faudra m'expliquer quand même ce qui se passe. Et c'est encore une erreur de débutant de Lance Stroll. Et le problème, c'est que on se répète année après année, mais il y a des moments où on le défendait parce qu'il avait quand même un certain rythme. Il y avait une étincelle. Et que voilà, il y avait des étincelles et ses erreurs qui étaient aussi nombreuses que maintenant, c'est-à-dire pas si nombreuses que ça, mais à l'époque pour un rookie c'était plus acceptable. Là maintenant il y a toujours certaines erreurs en course et on n'a plus l'étincelle.
Et on a déjà dit que c'était peut-être la dernière saison. Et là, vraiment, on se pose de temps en temps la question sur qui est le moins bon pilote de la grille. Je pense que sur le début de saison, Ricciardo était un sacré contender. Mais par contre, en termes d'erreurs en course, Lance Stroll est quand même un cran en dessous du reste de ses petits camarades. Et s'il y avait quelqu'un pour faire cette erreur-là, à ce moment-là, c'était lui, je pense. Et c'est lui qui l'a fait. Bah oui, je pense que t'as tout dit. Je pense que t'as tout dit, Clément. Il est indéfendable, que ça soit pour son attitude en course et en dehors de la course. Je me rappelle des altercations avec ses mécanos dans les stands, etc. Pour moi, il est vraiment plus défendable. Il n'a pas envie d'être là. Je le dis, je le redis. Il est forcé d'être là par papa, je pense, qui a envie de faire plaisir à son rejeton, mais le rejeton n'en a pas envie. Il a envie d'aller faire autre chose, quoi, je sais pas, peut-être de l'endurance, peut-être du tennis, qui sait, mais pas de la F1. Et quand on voit le niveau d'énervement qu'il a, quand on lui apprend sa pénalité, enfin, je pense qu'à un moment, il faut aussi qu'il se remette lui-même à sa place. Il fait vraiment n'importe quoi là-dessus. Comme a dit Piastri, c'est le seul qui est rentré dans un autre, hein. Et c'est le seul qui a défoncé la course d'un camarade, même deux, parce que Piastri, pour le coup, a été dommage collatéral de Ricciardo et Stroll. C'est la première fois en un moment que j'ai vu un Ricciardo aussi énervé que ça. Non, pour moi, il n'y a rien à défendre chez Stroll. Il faut vraiment qu'il passe à autre chose. Là, on est sur un pilote qui arrive bientôt à 150 Grands Prix. 150 Grands Prix, c'est autant que des Martin Brundle, des Olivier Panis, des Heinz-Harald Frentzen, des John Watson, René Arnoux, Carlos Reutemann, pour en citer quelques-uns. On rappelle qu'il n'a que 25 ans. Hein, c'est ça voilà, non mais tout à fait. Mais ces pilotes-là, en fin de carrière, même s'ils étaient plus sur 35 ans que 25 ans, mais ils faisaient pas ces erreurs-là, et à 150 Grands Prix, tu dois plus faire ces erreurs-là. Donc je sais pas ce qui retient Lance Stroll en F1. Mais il faut fortement qu'Aston Martin réfléchisse à son propre avenir et au bienfait de l'écurie, parce qu'on est sur un pilote qui fait des erreurs, on est sur un pilote qui est pas agréable. Quand on le voit en interview, moi ça m'horripile à chaque fois de le voir en interview. Tu sens qu'il est irrespectueux et hautain. Et au bilan comptable, il est à 9 points quand son équipier en a 31. Alors c'est pas la folie de l'année dernière chez Aston Martin, certes, mais il y a un ratio de 3 quand même sur les points après 5 courses entre Alonso et Stroll. Pas grand chose à ajouter, hein. Mais voilà, il en est à sa 7e saison. Sur ce genre d'erreur, c'est impardonnable, hein. Je veux dire, enfin, c'est impardonnable, c'est indéfendable. Encore une fois, moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est la réaction de Ricciardo. Alors, Ricciardo, on sait aussi qu'il est quand même pas mal sous pression. Donc, voilà. Ouais, alors pour le coup, Ricciardo, là, je peux le comprendre. C'était enfin un bon Grand Prix pour lui. Bien il sûr, était en super position, il se fait éclater, quoi. Donc le pauvre, pour une fois, on lui a un petit peu mis la tête sous l'eau aussi sur ce podcast à Ricciardo. Mais pour le coup, faut lui rendre justice. Il faisait une belle course jusque-là et un beau week-end. Il faisait une belle course. Même le week-end était beau. Il était régulièrement devant Tsunoda d'une très belle avance, ce qui n'était pas le cas sur les 4 premiers Grands Prix, loin de là. Donc pour le coup, il était bien. On reparlera de Tsunoda tout à l'heure, mais juste puisqu'on parle de Lance Stroll et Yuki Tsunoda étaient jusqu'à ce Grand Prix dans les mêmes rythmes en termes de qualification. Là, Yuki Tsunoda a fait une petite erreur en qualif, donc il est un peu derrière, mais voilà, le niveau de Lance Stroll aujourd'hui, et Yuki Tsunoda fait une saison exceptionnelle, on va en reparler, de saison exceptionnelle, mais Lance Stroll, pourtant membre d'une des 5 grosses écuries de devant, était en rythme de qualif au même niveau qu'une Racing Bulls. Voilà. Qu'on revienne là-dessus, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, non, c'est clair. Bon, alors après, moi je vous rejoins. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, il a plus envie d'être en F1. Ça, c'est clair. Quoi faire? Il n'y a que lui qui peut apporter cette réponse. Maintenant, oui, je pense que ça doit même jouer peut-être sur l'ambiance chez Aston Martin. C'est sûr. Je pense que ça tend tout le monde dans l'équipe. Alors, un gars comme Alonso, en soi, ça le dérange pas, parce que Stroll est absolument pas un danger pour lui, donc voilà, il a bien compris qu'il était au-dessus, il a le leadership, donc pour Alonso, actuellement, chez Aston, ça roule, et ça peut même nous servir de transition pour la suite. Mais moi, la question que je me pose, c'est, il y a quand même pas mal de pilotes de F2 qui sont sur un très très bon niveau, et actuellement, Stroll bloque un baquet.
il bloque un baquet sur une écurie qui souhaite devenir un top team. Pour être un top team, il faut 2 voitures et 2 voitures qui marquent les points. Bah clairement, tu peux pas te battre tout seul pour le titre, je pense. Surtout quand en face, tu as Red Bull, McLaren et Ferrari C'est ça. et Mercedes. T'as très bien résumé, Pierre. Et puis pour continuer sur ce que tu disais sur les jeunes, on rappelle que le champion de F2 2022, quoi qu'on en pense de son niveau, est un pilote Aston Martin Academy. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Et je pense qu'il pourrait mériter sa chance. Je pense pas que ça serait pire que Stroll. Au moins je pense qu'il y aurait l'attitude, parce que j'ai toujours trouvé que c'était un pilote qui était plutôt positif, Felipe Drugovich. Et donc ça, je pense que ça pourrait faire du bien à l'équipe, au moins redonner un souffle nouveau et un nouvel élan. Je pense vraiment que dans le garage, on ne peut plus voir Lance Stroll en peinture. Très honnêtement, quand tu vois comment il se comporte, c'est pas possible. Ah bah surtout s'il est vert de rage chez Aston Martin. Oh. Elle est bonne. On va faire un Hall of Shame à la fin de l'année là avec les plus mauvaises bières, le recueil des plus mauvaises blagues. Puisqu'on parle d'Aston, juste pour terminer sur le sujet Aston, on va très vite parler de la prolongation de contrat d'Alonso. Je pense qu'on aura le temps d'en reparler lorsque les autres dominos de la silly season vont tomber, mais je vais vous poser une question très simple. Êtes-vous déçu de la silly season d'Alonso ou est-ce que finalement c'était assez prévisible pour vous? Est-ce que vraiment quelqu'un voulait de lui? À part Aston. Est-ce que quelqu'un voulait de lui? C'est ça la question. Je pense qu'il y avait vraiment des pourparlers avec Red Bull, mais Alonso c'était peut-être une des options en cas de départ de Verstappen. Maintenant, je vois pas. Alors, sur les agitations qu'il y avait au sein de Red Bull en début d'année, maintenant on n'entend plus du tout parler. Donc je pense C'est que vrai. ça c'est. Mais on fera un point sur Non, toute mais la silly season plus tard. Je pense que c'est là, surtout- concentrons-nous sur Alonso. C'est surtout que pour Alonso, si tu vas chez Red Bull, qui domine tout depuis, allez, on va dire 4 saisons maintenant. Tu arrives dans une équipe qui manque de bol, se foire un petit peu et un petit peu à côté de ses pompes, etc. Machin. Avec Alonso qui attend toujours son 3e titre, comme il le faisait il y a presque 20 ans. Ça me fait mal de dire ça. Tu vis un enfer. Tu vis un enfer et un calvaire. Et je pense que Red Bull n'a pas George voulu... Russell quoi. Hein. Ouais, mais Choc Russell carrière, Russell a pas ce pouvoir destructeur d'Alonso. Alonso, Oui, c'est vrai. partout où il est passé, il a détruit quoi. Et je pense que Red Bull a voulu se prémunir de ça, très clairement. Verstappen ou pas Verstappen, ils ont voulu se prémunir de ça. Je pense que Mercedes c'était pareil et Mercedes aussi est focalisé sur Verstappen pour l'instant. Donc je pense surtout qu'Alonso est allé là où on a bien voulu de lui. Et pour le coup, Aston avait vraiment l'air de vouloir le garder. Donc pas de problème là-dessus, mais je pense que personne d'autre n'en voulait. Après, je pense que il y a le choix de 2026 aussi pour Aston Martin. On va le rappeler. Aston Martin délaisse Mercedes pour Honda. C'est vrai. Bon, alors on sait qu'entre Alonso et Honda, c'est une grande histoire d'amour, n'est-ce pas? On se souviendra. Mais là, ils s'aiment de nouveau. Ils s'aiment de nouveau. Là. Il y a eu des Ils interviews s'aiment, croisées, voilà, ils s'aiment. c'est l'amour parfait. C'est On ça. rappelle que si McLaren en IndyCar a des moteurs Chevrolet, c'est aussi un peu de sa faute. Hein. Non, mais c'est 100% de sa faute. Non, c'est grâce à lui en fait. C'est pas de sa faute, c'est grâce à Oui, lui. pardon, c'est grâce à lui. C'est oui, grâce ça- à lui, oui. faut dire. Non, mais oui, effectivement. C'est une bonne remarque, Clément. Donc, effectivement, c'est bien, c'est qu'on sera quasiment 10 ans après ce fameux Grand Prix du Japon 2016 et ce GP2 engine extraordinaire. En fait, Alonso, mais- il lui reste plus qu'un truc à faire. C'est aller en IMSA chez Acura et alors là on est bon. Oui, il sera pardonné. Après, le fera-t-il Je ne sais pas. Mais Ça pourrait être son genre. Ah, il en est librement capable. Il a déjà couru en IMSA. Ouais, en P2. Non, À Daytona, aussi, 24 heures Daytona. à Daytona avec Cadillac. Ah oui, Mais exact. ça, c'est un autre sujet dont nous parlerons sans doute lors d'une autre émission. Messieurs, pour revenir du coup sur ce Grand Prix du Japon, puisqu'on parlait de Fernando Alonso et d'Honda, on en arrive là. Yuki Tsunoda a fait un début de saison qui a été récompensé par une excellente course à Suzuka. Alors certes, il s'est loupé sur cette course de Shanghai, mais sur ce Grand Prix du Japon, est-ce qu'on n'a pas vu les prémices d'un Suzuka, d'un Yuki Tsunoda, pas forcément déjà mis dans le baquet Red Bull, mais leader affirmé
d'une écurie de milieu de tableau comme Racing Bulls? Vas-y, Pierre. Moi, alors, bon, Tsunoda, Japon, pour moi, il ne pouvait que bien performer. Il avait déjà montré des belles choses en Australie, je crois qu'on n'en avait pas trop parlé, mais voilà. Il tape une Q3, à l'arrivée, il termine 7ème, je crois. Absolument. C'est ça, ouais. Donc voilà, enfin, je veux dire, ça tenait la route, aucun problème là-dessus. Il est, par rapport au matos qu'il a, il est vraiment sur une bonne dynamique. Depuis le début de l'année, il a pris le dessus sur Ricciardo pour l'instant. Je pense aussi que certaines Evo, alors j'ai pas trop suivi, je suis honnête. Au niveau de Racing Bulls, qu'est-ce qu'ils ont amené depuis le début de l'année? Je pense qu'il y a quand même eu quelques Evo. Parce qu'en début d'année, c'était très très loin. Et là, ça se rapproche. Enfin, c'est souvent autour de la P10. Donc, ça a l'air de fonctionner. Après, Tsunoda, il est là quand même depuis un petit moment. C'est sa 4e saison. C'est sa 4e saison. Il a eu plusieurs équipiers. Là, il est face à un vétéran. Donc, on attend aussi de lui beaucoup. Si à terme, c'est le baquet Red Bull, faut qu'il montre qu'il a les épaules. Alors, peut-être pas pour mener une équipe comme Red Bull. C'est pas ce qu'on lui demande. Mais s'il arrive à tirer vers le haut Racing Bulls, en effet, ça peut être un sacré prétendant pour le deuxième baquet chez Red Bull. Et pour l'instant, moi, ce que je trouve de bien, c'était le gros souci qu'il avait depuis 4 ans. Beaucoup plus calme. Ouais, effectivement. Beaucoup plus calme. Il s'énerve pas. Enfin, il ne s'énerve plus, ou du moins, il s'énerve moins. Quand il abandonne en Chine, il dit juste bon bah ok, I'm out. Il commence pas à gueuler à tout va dans la radio. Donc ça là-dessus, il a fait un gros travail, je trouve. Travail qui s'avère payant vu qu'il a l'air beaucoup plus posé, et aujourd'hui ça commence à porter un petit peu ses fruits. Ouais, je pense que tu as à peu près tout dit, Pierre. Effectivement, le fait qu'il soit calmé, ça joue beaucoup. Il y a eu une petite interview là où il disait, alors c'est assez marrant, il disait que le fait d'être calme à la radio, ça lui demandait presque plus de concentration que de piloter. Oui, j'ai lu ça. Ouais. Mais à part ça, ouais, je suis assez d'accord avec toi, Pierre. Je pense qu'il se met aussi dans le moule pour être pilote Red Bull. Alors peut-être plutôt numéro 2 que numéro 1. Mais là, il s'affirme en tout cas comme leader de Racing Bull. Je pense vraiment pour prévoir un baquet Red Bull l'année prochaine. Le seul point d'interrogation que je mettrais vis-à-vis de Ricciardo, c'est que, enfin, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est que Ricciardo se plaignait d'une fissure dans son châssis. Et là, on lui change le châssis. Alors, est-ce que c'est un effet placebo ou pas? Mais en tout cas, il performe. Alors que Tsunoda était beaucoup plus en difficulté. J'ai envie de voir un ou deux grands prix de plus pour voir si c'était juste un acte manqué de la part de Tsunoda et vraiment une surperformance de Ricciardo, ou si le rapport de force s'équilibre un petit peu plus. Et dans ce cas, dans 3-4 mois, il faudra peut-être qu'on revoie nos jugements sur Tsunoda. C'est pour ça que je parlais sur ce Grand Prix du Japon, déjà parce que effectivement là sur le bilan depuis le début des saisons, ça fait 4 ans en qualif pour Tsunoda et 3 ans en course, puisque sur ce dernier Grand Prix ils ont tous les deux abandonné. Ouais. Mais surtout pourquoi je parlais de ce Grand Prix du Japon, parce qu'effectivement tu le disais, Pierre, en Australie il termine 7ème, mais dans une course où les deux Mercedes et Max Verstappen abandonnent, là il termine au Japon 10ème, mais dans une course où aucun gros n'abandonne et où il fait une course face à Lance Stroll et face au Haas, qui est celle d'un patron. Donc c'est effectivement sur des grands prix comme ça que j'aime le voir, parce que au-delà de la performance, c'est son attitude qui est bonne, et vous avez bien fait de parler de son attitude à la radio. Maintenant, effectivement, il y a cette question du changement de châssis. On est tous les trois, on suit les F1 tous les trois depuis assez longtemps pour savoir que dans la plupart des cas, lorsqu'on change de châssis d'un pilote, c'est pour l'aider psychologiquement, oui. Mais il n'y a pas souvent de bénéfices sur le long terme avec le pilote en question. Là, on verra si ça marche pour Ricciardo. Peut-être que ça a marché, c'est pour ça que tu as raison, Thomas, de dire qu'il faut qu'on attende 3-4 mois. Mais je trouve que Tsunoda et ce Grand Prix de Chine vient un peu tempérer notre avis. Je pense que si on avait fait une review après le Grand Prix du Japon, on aurait été plus dithyrambique. Mais Tsunoda réalise vraiment des bonnes performances depuis le début de saison, et c'était un peu à souligner vu qu'on parle de ces deux courses.
Après, je veux pas me faire l'avocat du diable pour juste revenir au niveau du Grand Prix du Japon. Alors même si Ricardo il était un petit peu, enfin il était en dessous, il se fait envoyer dans le décor Il a pas montré grand-chose, par Albon Ricardo. dès le début quoi. Oui, oui, oui. Il a Et pas puis eu il était l'occasion. beaucoup plus proche en qualif de Tsunoda que sur les Grands Prix précédents. Donc effectivement. Et on rappelle que sur les deux départs, parce que suite à l'accident entre Albon et Ricardo, il y avait eu un drapeau rouge, donc deuxième relance. À chaque fois, les Racing Bulls, niveau départ, c'était pas leur point fort. Hein. À chaque C'est fois, vrai. Ricardo et Tsunoda, ils ont perdu des places. Hein. C'est une bonne remarque, ouais, tout à fait. Tu parlais de Logan Sargent très vite. On évoquait en off, on va pas trop en parler, mais des finances actuelles de Williams, puisque entre Logan Sargent et Alex Albon, on a eu pas mal de sorties de piste. On a bien évidemment, vous êtes bien évidemment les gars, vous revenus sur ce qui s'était passé en Australie sans moi. Au Japon, c'est Sargent qui s'est sorti en essai. Albon n'a pas fini premier tour. Ça sera quelque chose à surveiller. On sait qu'ils sont. Alors, je sais plus s'ils ont finalisé leur troisième châssis ou s'ils sont en train de le finaliser. Non, le châssis. Voilà, c'est ça. Et j'ai plus l'ordre en tête, mais effectivement, voilà, c'est ça. Ils ont un stock de pièces, mais ils n'ont pas encore le troisième châssis. Et c'est la dernière écurie à ne pas l'avoir, puisqu'il y avait une autre écurie qui n'en avait pas jusqu'à ce week-end. Et le nom m'échappe. Il me semble que c'est Aston Martin qui n'en avait pas jusqu'à ce week-end. Et il me semblait que c'était Aston qui n'en avait pas jusqu'à ce week-end un troisième châssis et qui en a un maintenant. Donc il faudra faire très attention à Williams, qui est sans doute l'écurie depuis le début de saison qui a le plus dépensé en accident et qui en plus est la seule sans troisième châssis. Mais comme la semaine prochaine, comme dans 2 semaines, pardon, on est sur les terres de Logan Sargent, je pense qu'on aura le temps de revenir sur Williams. Je voulais accorder du temps pour 2 gros sujets. Le premier, c'est ce qui se passe derrière Red Bull, vous avez beaucoup parlé lors du Grand Prix d'Australie de la victoire de Ferrari, bien évidemment. Sur ces 2 dernières courses, on a eu une dynamique qui s'est un peu changée entre le Japon et la Chine, où au Japon, très clairement, les Ferrari avaient le dessus sur les McLaren, avec un Oscar Piastri qui était même en difficulté au milieu des Mercedes et des Aston Martin. Et là, sur le Grand Prix de Chine, on a vu Lando Norris très fort, beaucoup plus fort que les Ferrari. Et finalement, Lando Norris a pu s'intercaler entre les 2 Red Bull. Qu'est-ce qu'on peut attendre, qu'est-ce qu'on peut analyser de ces deux week-ends entre l'écurie anglaise et l'écurie italienne? Vas-y Thomas, je te laisse la main. Ouais, c'est un ping-pong qu'il va y avoir entre les deux, parce que ça va un petit peu dépendre des caractéristiques de chaque circuit qu'on va affronter. D'une course à l'autre, ça va être, je pense, un coup à toi, un coup à moi. Ça va jouer à des détails, ça va jouer à la qualité de la préparation, ça va jouer à des erreurs de pilote. Par exemple, c'est tout bête, mais on a vu Norris prendre très très large au premier virage pendant le sprint. Ça lui a fait perdre énormément de place. Et on a vu Carlos Sainz faire exactement pareil au départ de la première course principale. Sauf que là, c'était sur son équipier Charles Leclerc. Et à chaque fois, les deux ont perdu pas mal de place. Donc, c'est typiquement sur ce genre de détails que la lutte Ferrari-McLaren peut jouer. Je pense que globalement, le package Norris dans la McLaren ou les 2 pilotes Ferrari dans leurs voitures respectives, ça se vaut globalement. Encore une fois, ça va être du détail de préparation, réglage, confiance, de la petite erreur par-ci par-là, etc. Ou la voiture qui va être un demi-dixième plus rapide que l'autre en fonction du circuit. Par contre, c'est pas tout à fait le cas de Piastri qui, je trouve, a du mal à confirmer encore pour sa 2e saison. Je pensais qu'après sa 2e moitié de 2023, il serait beaucoup plus proche de Norris que ça, et c'est pas vraiment le cas. Donc je pense que c'est sur un pied d'égalité entre Norris, Sainz, Leclerc, et en l'état, on va dire que sur l'ensemble de la saison, tu vas avoir 12 fois une McLaren devant et 12 fois une Ferrari devant. En termes de performance pure, je pense qu'aucune des 2 équipes n'a vraiment l'ascendant en termes de performance. Je te rejoins. Norris s'est illustré, donc comme on en a parlé tout à l'heure sur la qualif sprint. Sainz est assez en verve en ce moment chez Ferrari. Là où il y a quelque chose qui est très paradoxal, c'est oui, Piastri il a un petit peu de mal là en ce début de saison, comme Leclerc en fait, où Leclerc depuis plusieurs années est le leader de chez Ferrari, mais leader contesté. Je rappelle que les 2 dernières victoires de Ferrari, c'est pas Leclerc, c'est Sainz.
Bah ouais, c'est vrai, c'est même très vrai. Mais quand tu regardes au final sur l'ensemble d'une saison, globalement, Leclerc est quand même nettement devant. Mais sur les temps forts, effectivement, c'est plutôt Sainz qui remporte l'intervalle avec ses victoires. Bah, sur les opportunités, c'est-à-dire là où il y a une opportunité, Sainz va peut-être plus se montrer, là où Leclerc va plus être sur la durée. Oui, oui, c'est ça. Après, ce qu'il faut voir, c'est à la fin d'année, qu'est-ce qui est le plus rentable pour Ferrari? Est-ce que c'est un pilote inconstant, mais avec des forts coups d'éclat, et peut-être une victoire à la clé, ou un pilote qui va être beaucoup, beaucoup plus constant, mais qui va rapporter beaucoup plus de points et être plus haut au championnat? Voilà, je sais pas ce que Fred Vasseur a en tête, mais il semble avoir fait un choix. Ouais, alors après, tu peux avoir plus régulier. Après, ceci dit, moi, Sainz, depuis le début de l'année, je vois pas beaucoup d'erreurs, alors que chez Leclerc, j'en vois quand même pas mal. Oui, évidemment, c'est vrai que Sainz est plus en confiance et ça a été plus compliqué pour Leclerc cette année. Par contre, je pense qu'il faut pas négliger du tout l'effet contrat, parce que Leclerc a un contrat jusqu'en 2027-2028, voire 2029, alors que Sainz est en recherche de baquet. On parle de lui chez Red Bull, on parle de lui chez Audi, et ça, quoi qu'on en dise, ça a toujours eu un impact sur le mental des pilotes. J'ai jamais vu un pilote qui était meilleur quand il avait un contrat sur plusieurs années en poche, plutôt que quand il devait se battre pour son baquet, en fait, hein. Après, sur les changements qui ont été insufflés ces dernières années, normalement, ça va plus dans la dynamique de Leclerc. Ça devrait aller plus dans la dynamique de Leclerc. Bah ça dépend parce que sur les trois quarts de la saison dernière, la voiture allait plus à Sainz jusqu'au Grand Prix des États-Unis quasiment. Où là il y a eu des évolutions qui allaient plutôt vers Leclerc. Mais sinon globalement 2023 en tout cas au niveau de la voiture était plutôt orienté Sainz. La 2022 était orientée Leclerc et si tu regardes le bilan comptable, il y a clairement pas photo entre Sainz et Leclerc quoi, sur une saison complète. Non, je suis d'accord. Après aussi, fin 2022, et ça avait même commencé un petit peu avant, dans le giron Ferrari, on avait l'air de dire que les retours de Sainz sur le plan technique étaient un peu meilleurs que ceux de Leclerc. Ouais, alors on dit aussi que Stroll a un feedback technique excellent et que c'est pour ça qu'il reste, hein. Donc méfions-nous. Oui, Méfions-nous. c'est des on-dit dont Oui, on doit toujours après, prendre des après voilà. C'est comme Leclerc est Alonso. très fort. Alonso, ça fait 25 ans qu'on entend une année qu'il sait développer la voiture et que c'est un animal et que l'année d'après il a un retour technique pourri et que il ferait pas avancer une chèvre. Donc tu vois, c'est là où il faut vraiment se méfier. Mais pour parler des évolutions, déjà McLaren va apporter ses premières évolutions lors de la prochaine course à Miami. Et sur la deuxième partie de saison, il faudra voir justement à quel point ce feedback de Carlos Sainz pourrait manquer à Ferrari, puisque ils peuvent potentiellement de plus en plus lui fermer l'accès à des meetings d'Evo sur la deuxième partie de saison. Après, sur ce qu'on a vu là, je reste encore en suspens sur est-ce que McLaren est revenu au niveau de Ferrari ou est-ce que Lando Norris n'était pas dans un excellent week-end? Parce que je sais pas encore comment trop jauger Oscar Piastri sur ces week-ends-là. Comme tu l'as dit, Thomas, il était excellent en fin de saison dernière et là il est un peu re-rentré dans le rang. Il faudra voir comment ça va évoluer, mais c'est vrai que j'ai trouvé la McLaren surtout extrêmement solide en conditions de course, à pouvoir résister au Red Bull, à pouvoir emmener les pneus sur des longs relais. Et ça, c'est une force sur un circuit comme Shanghai avec toutes ces courbes à moyenne vitesse qui travaillent les pneumatiques latéralement. Ça peut être un avantage sur des circuits où on aura beaucoup moins de souffrance pneumatique dans les semaines à venir. Ouais, mais je trouve vraiment que c'est kiff-kiff là sur l'Australie, le Japon Oui. et la Chine. Autant sur les deux premiers Grands Prix, c'était pas tout à fait le cas, mais Australie, Japon, Chine, je pense qu'il y a vraiment pas grand-chose. Il y a un léger avantage Ferrari. Et comme tu l'as dit, avec les évos de Miami, ça va peut-être se contrebalancer. Parce que Ferrari a apporté pas mal de petites évos quasiment à chaque course. Donc c'est peut-être là où ils ont un petit peu pris d'air. Mais, Là où la McLaren est d'origine, on va dire. ouais, c'est ça. Mais quand tu regardes au Japon, entre Sainz et Norris, il y a 9 secondes hein, sur 53 tours. Ça va pas chercher très loin. Hein, donc, Oui, et puis tu fais bien de parler de l'Australie parce que sur ce début de course après l'abandon de Verstappen, on avait vu un quatuor de tête assez groupé, oui, tout à fait. justement, et qui arrivait à se suivre en termes de rythme de course. Ouais. Je vous propose de passer à notre dernier sujet, qui est un sujet qu'on aurait pu faire depuis le début de la saison, qu'on n'avait pas fait parce que nous sommes des garçons respectueux qui respectuons le poids de l'histoire et de tout ce que cela implique, mais on a vu quand même sur les 2 derniers week-ends un
Lewis Hamilton, pas dans la plus grande forme, assez loin de George Russell. D'ailleurs, je te laisserai en parler, Thomas, parce que tout à l'heure, tu nous as très bien expliqué en off toute sa partie sur les choix techniques. C'est pas que je te jette sous le bus, hein, t'inquiète pas, je prendrai la responsabilité, mais je te laisserai parce que tu l'as très bien expliqué tout à l'heure. Mais on a effectivement un Lewis Hamilton qui n'est pas vraiment dans le rythme en course, qui en qualif est l'un des 2 seuls pilotes des 5 grosses écuries devant à être sorti des 101% avec Lance Stroll, hein, et il est assez loin derrière son coéquipier George Russell. Devant, c'est beaucoup plus resserré. Lui est un peu loin derrière, et notamment depuis cette catastrophique qualif de ce week-end en Chine. Et au-delà de ses performances qui sont déjà pas bonnes, il y a un côté avec son attitude un peu désinvolte, un côté avec ses choix techniques qui nous pose des questions. Donc Thomas, je te laisse la main pour nous résumer tout ça, mais on va en venir après sur une autre question. Je te laisse poser les bases. Ouais, alors merci, mais en fait, Hamilton, si on prend vraiment l'exemple de la Chine, parce que je pense que la Chine, c'est vraiment symptomatique de tout ce qui se passe chez lui et chez Mercedes sur 2024, mais même depuis 2022 peut-être. C'est-à-dire qu'on rappelle que en qualif sprint, il est allez, on va dire que jusqu'à la dernière seconde, il est en pole. Et finalement, par les truchements de temps réinstallés, comme on a expliqué tout à l'heure, il finit finalement deuxième, mais il était hyper content d'être deuxième. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit très déçu en sortant de la voiture, et il était aux anges d'être deuxième. Donc ça, c'est un super point. Et en course sprint, il a confirmé. Il est repassé devant Norris, il s'est fait doubler par Verstappen, et il finit quand même deuxième. Ce qu'il a aussi est un super résultat, il en est très ravi. Et comme on a dit tout à l'heure, le parc Fermé ne s'appliquait pas avant la course sprint, mais après. Donc en fait, juste pour les qualifs et la course. Et ce qu'a fait Hamilton, il a décidé avec ses ingénieurs de partir dans une direction complètement opposée au niveau des réglages par rapport à ce qu'il avait avant. Et on va dire les 2 deuxièmes places qu'il avait en sprint, qualif et course, s'est retrouvé en une 18e place lamentable en qualif de la course principale. Tout ça pour finir un petit peu aidé, je pense, par les safety cars même, à une modeste 9e place derrière son équipier. Et pendant toute la course, on l'a entendu chouiner que sa voiture elle allait pas, que sa voiture elle était lente, que sa voiture elle était inconduisible, elle mangeait du pneu. Alors que Russell finit 6e. En partant 6e, mais il finit 6e et il a pas fait des choix complètement ubuesques comme ça en changeant complètement de stratégie de réglage. Après un sprint qui s'était super bien passé, s'il avait fait 10e au sprint, je peux comprendre qu'on change tout. Mais là, il fait 2e. Il y a pas 2e derrière Verstappen. Ça veut dire que ta voiture, elle est quasi parfaite. Tu peux rien améliorer. Pourquoi tout changer comme ça? Pourquoi se faire des nœuds au cerveau? Sans compter que tu sais que sur le reste du week-end, les conditions, elles vont pas tellement changer, quoi. Bah c'est ça, en fait. Les conditions de la course sprint, c'était les conditions de la qualif et les conditions de la course. Donc, il y avait aucune raison de partir dans l'autre sens. Et en fait, ça fait 2 ans, bon, déjà un petit peu avant, mais ça fait 2 ans, là, depuis 2022, pardon, qu'on l'entend dire que la voiture elle va pas, que ceci va pas, que cela va pas, etc. Et maintenant que Mercedes a fait des changements qui vont dans son sens, on voit pas forcément d'amélioration sur les performances, parce que si on regarde Russell, je trouve que Russell est constant depuis 2022. Alors toujours au gré des différents circuits, certains sont un peu plus en avant, certains un peu plus en retrait, mais je trouve que Russell est relativement constant dans ses positions depuis les 3 dernières saisons, alors que Hamilton fait un yo-yo pas possible. Alors on nous avait expliqué au début que c'est parce que Hamilton testait des trucs dans les réglages pour faire améliorer la voiture, etc. Machin. Bon, on voit ce qu'il en est aujourd'hui. Et surtout, donc il donnait des directives techniques pour améliorer la voiture. Et maintenant que la voiture marche pas plus, il dit mais attendez, moi je suis pas ingénieur, c'est pas à moi de construire la voiture, démerdez-vous. Et il y a une forme de de mauvaise foi plus ou moins assumée, et il y a un manque de remise en cause. Et très honnêtement, dans ce contexte, et il y a même il y a une interview de Wolff qui est sortie ce matin ou hier soir là, où en gros il dit à Hamilton qu'il faut vraiment qu'il se reconcentre et qu'il peut pas faire les choix qu'il a fait ce week-end en termes de réglage.
Et je suis très inquiet de son avenir chez Ferrari dans les 2 prochaines saisons, parce qu'à mon avis, l'ambiance sera pas la même, il n'aura pas forcément le soutien et l'alchimie qu'il peut avoir aujourd'hui après tout ce qui s'est passé chez Mercedes depuis plus de 10 ans maintenant. Attention pour Hamilton, je pense que la pente commence à descendre et elle est savonneuse. J'ai pas grand chose à rajouter sur ce que tu dis. Justement, tu fais bien de parler de la pente. C'est que Lewis Hamilton a 39 ans et début janvier, donc il aura 40 ans au début de son contrat chez Ferrari. On l'a vu sur ses dernières courses. Moi, je trouve qu'il commence à faire son âge. Ça fait plusieurs fois qu'il termine dernier de ce peloton de 9. Je parle de peloton de 9 parce que je crois qu'il fait 4 9e place. Voilà, sur les 5 premières courses, il fait 4 9e place. Donc c'est assez... Voilà. Et donc c'est toujours derrière. Il est derrière en rythme de qualif. Et surtout, là où c'est le plus embêtant, c'est qu'il est souvent derrière son coéquipier et pas une place derrière. C'est qu'il y a toujours un Piastri ou un Alonso qui traîne ou des pilotes comme ça. Russell s'en sort beaucoup mieux avec la voiture. Donc c'est que tu fais très bien de parler du développement de la voiture parce que c'est pas qu'une histoire de réglage. Et je trouve que Lewis Hamilton, de plus en plus, lorsqu'on l'entend à la radio, il souffle, il respire, et ça le prend physiquement. Alors ces F1 sont très exigeantes physiquement, mais je le répète, il a 39 ans. Il y a aussi un syndrome qu'on a beaucoup eu dans le sport dernièrement, je trouve, avec Fernando Alonso en est un exemple, mais quelqu'un comme Tom Brady aussi en est un exemple. C'est pas normal d'être sportif de haut niveau après 40 ans. C'est pas quelque chose qu'on doit normaliser. Et la normalité, c'est ce qui arrivait à un Sébastien Vettel, c'est-à-dire passer 35 ans, et tu as une baisse qui te permet d'être très performant en sport auto, mais plus en F1. Et c'est ce qui arrivait à plein de pilotes, c'est ce qui arrivait de façon un peu plus tenue à un Kimi Raikkonen, mais ça baisse au moment où il part chez Alfa Romeo, il a 40 ans et il part dans une écurie de seconde zone, pour ne pas dire pire. Là, on parle d'un pilote qui doit aller chez Ferrari se battre pour le titre aux côtés de Charles Leclerc. Et on nous le vend comme le transfert du siècle, de la décennie ou du siècle. On nous dit que c'est équivalent à son move chez Mercedes en 2013, sauf que quand il fait son move chez Mercedes en 2013, il a 28 ans. Et c'est pas du tout la même chose. Il a juste un titre en poche. Il retourne monter une équipe avec son ami d'enfance. C'est pas du tout la même chose que la situation actuelle où il le dit lui-même. Il sait pas à quel moment il va devoir switcher entre Mercedes et Ferrari dans la saison. Donc tout ça mélangé, j'en parlais sur Twitter avec McLovin, SO à lui, grand spécialiste F1 dans la communauté française. Et pour l'instant, je pense qu'on est plusieurs et dans cette équipe, nous, on est un peu comme ça. On le dit pas trop fort parce qu'on est très respectueux de Sir Lewis, qui est quand même une immense légende de ce sport. Mais plus la saison avance et plus je me demande à quoi servait ce transfert chez Ferrari, pour Ferrari, hein. Pour Hamilton c'est 50 millions à la saison, donc il y a bien que le transfert sert, mais je vois pas d'axe de progression. Et comme tu l'as dit surtout Thomas, c'est que en fait quand on regarde tous les paramètres d'un pilote de course, la qualif, la course, les réglages, le développement, je le trouve en retrait sur Russell sur les 4 aspects. Ouais. Et moi ça me gêne ça. Et maintenant il joue même plus le jeu d'équipe. Il y a plus de jeu d'équipe là depuis le début de saison. On sent qu'il y a une scission. On n'entend pas trop Russell. Russell est quasiment le gendre idéal là. Il dit plus rien. Il se fait petit. Il a pas besoin. Non mais il laisse les résultats parler. Voilà, il laisse les résultats parler. Mais ouais. Après sur le jeu d'équipe, je vous trouve un peu méchant. C'est-à-dire au Japon, c'est quand même l'initiative de dire les gars, faudrait peut-être permuter les positions parce qu'il se rend compte qu'il a peut-être trop bouffé de pneus et que Russell est peut-être un petit peu plus performant et que Russell peut tenter quelque chose. Non, effectivement, mais regarde là les déclarations qu'il y a dans tout le week-end. En fait, le problème c'est que dès qu'il y a quelque chose qui va pas, Hamilton, ça, pour moi, hein, ça a toujours été ça, que ça soit chez McLaren, que ça soit chez Mercedes, que ça soit des années de titre ou pas. Ça a toujours été on gagne ensemble mais vous perdez. Il y a jamais eu de défaite collective. Ça a toujours été la faute de l'équipe si Hamilton perdait. C'était toujours vous me mettez dans une situation difficile, vous m'avez pas donné les bons pneus, etc. Par contre quand on gagne on est tous les meilleurs ensemble, ça y a pas de problème. Et ça je trouve que c'est très dérangeant de la part d'un septuple champion du monde, de la part d'un pilote qui a le plus gros palmarès de ce sport et qui aura peut-être à tout jamais le plus gros palmarès de ce sport,
Parce qu'on n'a pas envie, on n'a pas envie de rebouffer du Verstappen pendant si longtemps. Il y a un ogre à 25 Grands Prix, Ouais. je vais te dire, à mon Non, avis. parce que là, ça peut là, être c'est marrant, là, différent. ça fait quasiment 1 heure qu'on parle, mais on l'a pas dit, mais Verstappen a fait 2 victoires, hein, mais on en parle même plus, donc. Non, mais j'ai Non, espoir. mais non, j'ai espoir il est que sur sa planète. Verstappen Qu'est-ce que tu veux parler? Verstappen, dans 4 ans, il en a sa claque, il va faire autre chose. Je Oui, compte oui, là-dessus. oui, la fameuse théorie qu'on entend, oui. Voilà. Je Oui, compte bon, là-dessus. Mais bref, revenons Non, sur mais Lewis tout, Smith, oui. tout ça pour dire que voilà, c'est un immense champion qui a en tout cas un des plus gros palmarès à tout jamais. Et il manque ce côté toujours esprit d'équipe, même dans la défaite, on est ensemble, on est en équipe. Et ça, je trouve que ça lui. Moi, Bah, c'est un aspect que j'ai jamais aimé chez lui. C'est pour ça que j'ai jamais. fédérateur, en C'est fait, pour ça que j'ai jamais accroché. Ouais, c'est ça. Ce côté fédérateur que, alors, dans une moindre mesure, mais tu pouvais le trouver chez Vettel. Ah bah clairement. Vettel Chez prenait Schumacher, souvent la avec responsabilité de Schumacher, ses échecs. Ils sont au même niveau. Ouais. Alors, ça s'est moins vu chez Ouais, Mercedes. Ça s'est moins je vu trouve chez. que Schumacher a plus des traits d'un Hamilton dans ce côté. Ah je suis non, pas- regarde, non, je suis pas regarde trop sa période d'accord. Ferrari. C'est plus nuancé que Non. Vettel, je trouve, qui était beaucoup plus un team player. Non, parce que recherche dans la période Ferrari une seule interview où l'équipe est critiquée, t'en trouveras pas. Sur 11 Ça, par saisons, contre, t'en je suis trouveras d'accord. pas. Ça, c'est- T'en ça, trouveras ça, pas. absolument. Et il y a même des interviews où à l'époque, t'as Jean Todt qui a 2 doigts de partir et où il dit, bah, si tu pars, moi aussi je pars. Il y a ce côté équipe, il y a ce côté fédérateur. On construit un truc sur le long terme. C'est aussi pour ça qu'il fait tout pour qu'Irvine soit pas champion en 99. Encore une fois, moi tout ça, ça me gênerait pas si il avait un niveau actuel qui était celui d'un pilote qui peut se battre pour le titre à moyen terme. Ouais. C'est pas ce que je vois là, et c'est ça qui me dérange en Oui, priorité. ça, on En est fait. d'accord, ça, on est d'accord. Mais tu vois, mais même ça, dans ces grandes années, dans les années où il paraissait intouchable là, sur 2019-2020, même tu l'avais quand même. Moi, je sais que c'est la raison principale pour laquelle j'ai jamais accroché avec Hamilton depuis 2007. Ça a toujours été ça. Mais ça, c'est mon ressenti perso. Et je pense que ça va mal se passer chez Ferrari et encore plus avec Vasseur à cause de ça. Bah, le côté diva, etc. Oui, non, mais c'est clair que en vue d'aller chez Ferrari, ça peut pas le faire. C'est-à-dire le comportement et le move qu'il a actuellement, ça peut pas aller chez Ferrari. Si en plus il arrive sur une année où la Ferrari est très moyenne, tu peux pas dire en arrivant, les gars, vous avez fait de la merde, c'est de votre faute, etc. Non, à un moment donné, il faut aussi se remettre en question. Il y a de gros problèmes chez Mercedes. On va un petit peu mettre les pieds dans le plat. Chez Ferrari, ça tente de se reconstruire en allant chercher à droite, à gauche. Ok. Hamilton, en allant chez Ferrari, il va emmener certaines personnes avec lui, forcément. Ça risque d'affaiblir encore un petit peu Mercedes. Est-ce que Mercedes est en capacité d'aller rechercher d'autres personnes? Il y a ça quand même. Il y a quand même un sacré désaveu. Ils sont allés rechercher James Allison quand même. Ouais, alors Allison, ça fait 20 ans que tout le monde leur sort du placard aussi, donc c'est oui, toujours particulier. mais oui, non, mais tout le monde leur sort du placard. Il est peut-être pas sur le même niveau que Newell, mais il a quand même non, mais ça, on est d'accord. réussi. Après, c'est pareil, il a quand même Ferrari, réussi à pondre des bagnoles qui tenaient la route. Ferrari tous les 3 ans, il te ressort 3 Rebarn aussi, donc. Oui, non, mais bien sûr, mais le problème profond de Mercedes, alors oui, un mec comme Hamilton, il n'est pas ingénieur. Maintenant, t'es pas obligé d'aller d'aller le crier sur tous les toits, ça c'est la première chose. De déglinguer ton équipe en interview, pas bon du tout. Le fond du problème, c'est que sur cette réglementation typée aéro, ils n'ont pas compris. Ça fait 3 ans où... alors on avait l'histoire du marsouinage, on a eu machin, tout ça. Ils tentent des trucs, mais la philosophie même de la voiture, ils n'ont pas compris. Et ils n'ont pas compris aussi en partie. Ils avaient le moteur de référence du plateau, ce qui n'est plus le cas. Le moteur Mercedes reste un bon moteur, on va pas cracher dessus. On a quand même vu au début de la réglementation que les écuries motorisées par McLaren étaient largement à la peine. Ça avait l'air même presque pire que Renault à un moment.
c'était très compliqué pour Aston, Williams, McLaren et Mercedes. C'était très très difficile. Les quatre avaient les mêmes problèmes de oui, mais vitesse de regarde, pointe. là, on est en 2024 et on parlait il y a quelques instants de McLaren qui se bat pour la Ouais, tout à deuxième fait. place constructeur. Non, mais Donc, tout à fait. ce Et- moteur fonctionne. Oui, oui, et surtout ce qui est bien, c'est que ça permet à Mercedes d'avoir un étalon. Ce que Oui, n'ont oui, pas C'est absolument, certains. plus, ce n'est, moi ce que j'ai dit, c'est ce n'est plus le moteur de référence. Oui, non, on est d'accord, on est d'accord. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Maintenant, je pense que dans les mois à venir, ça va être très compliqué. C'est-à-dire, ce qui se passe, ce qui risque de se passer pour Sainz chez Ferrari va invariablement se passer pour Hamilton chez Mercedes. Il va être mis de côté sur certaines réunions par rapport à des évos, etc., vu qu'il part chez Ferrari. Je pense que en interne, chez Mercedes, la pilule elle a un petit peu de mal à passer. Ah bah, clairement, oui, c'est sûr. Alors, après, il y a plusieurs choses. Je pense que pour Hamilton, ça va de désillusion en désillusion, certes. Son attitude n'aide pas à progresser, très clairement. Ça n'aide pas l'équipe à progresser. Peut-être qu'au niveau des retours techniques, etc., bah, c'est peut-être pas les plus pertinents. Voilà. Parce que une voiture où d'année en année, bah, tu as toujours les mêmes symptômes et où ça progresse pas, faut se poser les bonnes questions à un moment donné. Donc, on parlait de McLaren. Je vous rappelle, l'année dernière, McLaren, ils étaient vraiment aux fraises en début d'année. Et ils ont réussi à introduire une version B. Est-ce que Mercedes, aujourd'hui, est en capacité de le faire? J'ai des gros doutes. Mais je pense aussi que Mercedes se met dans un psychodrame où ils ont passé 10 ans à tout gagner, à tout écraser, et à partir du moment où ils n'ont pas fait premier mais deuxième, parce que 2022 ils finissent deuxième, ça marchait plus. Et dans leur tête, ils étaient aussi mauvais ou en tout cas aussi peu performants que Williams ou Sauber. Et ça, je pense qu'il y a un gros frein psychologique global chez Mercedes à cause de ça. Et quoi qu'il arrive, ils seront pas dans la bonne mentalité tant qu'ils n'auront pas compris que bah, finalement être 2 troisième c'est pas si mal et il faut construire là-dessus pour revenir, mais c'est pas la catastrophe absolue telle qu'ils l'annoncent quoi. Maintenant, le fait d'avoir réagi comme ça les met dans une position difficile. Ils redescendent en 4e position. Là, clairement, c'est la 4e force indiscutable. Encore que s'il y avait deux Alonso chez Aston Martin, ce serait peut-être la 5e force. Mais en tout cas, il y a un problème de mentalité, c'est sûr, qui est peut-être normal après avoir tout gagné. On a vu que Red Bull, après les années 2010 à 2013, a eu un gros passage à vide. Donc c'est peut-être qu'une question de temps pour Mercedes. Mais il faut remettre les pièces du puzzle dans le bon sens. Et surtout, il faut trouver un remplaçant à Hamilton qui soit rapide, qui soit bon pour l'équipe, qui soit pertinent techniquement, qui soit pas cramé dès le premier Grand Prix parce que c'est un jeune pilote qui sort de la F2 après une seule saison et une seule saison de F4 avant. Suivez mon regard. Donc c'est là où la tâche de Mercedes est pas simple et ils ont tout ce qu'il faut là pour se prendre les pieds dans le tapis. Mais pas que pour 2024. Après, je dirais, alors ça me fait mal, hein, mais je pense que c'est en effet le bon moment pour Hamilton de partir. pour le bien de tout le monde, je pense que c'est le bon moment pour se séparer. Maintenant chez Ferrari, juste pour conclure là-dessus, c'est avec une attitude telle qu'il a actuellement, ça risque d'être compromis. Hein. On va pas se mentir. C'est-à-dire, il arrive chez Ferrari avec cette mentalité où dès les 2-3 premiers Grands Prix, la Ferrari ça marche moyen, il commence à déglinguer l'équipe en interview, etc. Il va pas comprendre ce qui va se passer. Non, c'est clair. Oui, c'est ce qu'on disait depuis le départ, hein, c'est que lui et tu fais très bien de le dire, Pierre, lui de sa part de partir, c'est pas un mauvais move pour énormément de raisons, pas seulement financières, mais c'est plutôt pour Ferrari, on se posait la question, et pour même son niveau et son image sur les années à venir. Enfin, moi, ça m'embêterait qu'on ait comme Vettel une chute très rapide. Oui, à la différence que même quand la Ferrari ne marchait pas, Vettel n'a jamais critiqué ouvertement l'équipe en public. Oui. Si jamais Hamilton garde la même attitude, qu'il commence à rejeter l'ensemble des fautes sur l'écurie,
c'est les tifosi qu'il a en face de lui, c'est pas les fans de Mercedes. Et ils seront impitoyables. Ils seront impitoyables, hein. C'est-à-dire Ferrari en Italie, c'est une institution. Tu ne touches pas à Ferrari. Et surtout si avec Leclerc. Même si tu t'appelles Hamilton. Surtout avec Leclerc à côté, qui a une cote de popularité incroyable malgré tout, où les tifosi lui passent tout. Parce que Vettel, c'était un cas très difficile en arrivant chez Ferrari, puisque c'était l'ennemi pendant des années et des années, et tout le monde était un petit peu dubitatif sur ce qu'il allait pouvoir apporter à l'écurie. Comme tu l'as dit tout à l'heure à juste titre, il a été fédérateur, il a amené de la bonne humeur, etc. Et on va dire jusqu'à 2018, ça s'est bien passé. Dès que Leclerc est arrivé en 2019 et a commencé à faire jeu égal dès les premiers Grands Prix et avec une meilleure attitude, etc., Vettel a été très 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 vite descendu en flamme par tous les tifosi. Et je pense que Hamilton, avec tout le passif qu'il y a, parce que aujourd'hui c'est un petit peu fleur bleue, etc., machin. Il y a 15 ans, Ferrari-McLaren, c'était la guerre. C'était la guerre, t'y mettais pas un doigt, tu savais que t'allais te le faire couper entre les deux. Et ça, je pense que les tifosi l'oublient pas. Et je pense que le cas Hamilton va être très 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 difficile à gérer en Italie, que ce soit dans les médias, dans la presse et dans l'image publique. Et au moindre faux pas, Hamilton va se faire dézinguer, surtout comme tu l'as dit Clément tout à l'heure, en prenant 50 millions par an. Je pense que les exigences sont assez hautes chez tout le monde. Pour finir cette émission, messieurs, juste un tout petit mot vite fait. On avait dit en début de saison qu'on ne voyait personne gagner une course avant le retour en Europe. Bon, ça, on a perdu à cause de ce Grand Prix d'Australie, mais je vais vous poser une question. Vous allez me répondre très vite fait. Avant la trêve estivale, est-ce que vous voyez quelqu'un en prendre une à la régulière à Max Verstappen Non, la régulière, non. Voilà. Pas possible, à la régulière, hors problème technique. Mais je pense que c'est un petit peu ce qu'on avait déjà dit, hein. C'est que hors problème technique, Verstappen va être imbattable. Même par rapport à Perez, même par rapport à qui que ce soit, il y a un delta sur les voitures. Il y a à peu près une demi-seconde, je pense. Quand on regarde là ce qu'il y a depuis la saison, depuis le début de saison, il y a une demi-seconde entre la Red Bull et puis la Ferrari et la McLaren. C'est impossible à rattraper sur une course. Pour moi, c'est peut-être possible. Si les éléments sont contre Red Bull et Verstappen, c'est peut-être possible. Ouais, tu parles d'un Grand Prix sous la pluie avec des conditions très compliquées. Un Grand Prix peut-être un peu chaotique ou un truc comme ça. Moi, la qualif sprint, voilà, ça m'a laissé entendre que Verstappen, alors que d'habitude il est quand même très fort dans ces conditions, là il a montré qu'il y avait quand même quelques petites failles. C'est pas faux. Donc, peut-être que... Alors, pas sur le côté stratégie, parce que même sur le côté stratégie, Red Bull, ils sont imprenables. Mais un Grand Prix où t'es pas loin de Verstappen, tu lui mets un petit coup de pression, etc., y a peut-être moyen. Mais voilà, il faut un sacré alignement des planètes quand même. Hein. Non, oui. Ou à Monaco, où pour une raison ou une autre, Verstappen n'est pas à 100% en qualif. Il a deux voitures devant lui pour un peu qu'elles soient de la même équipe. Ça fait un jeu d'équipe devant et tu bloques pendant 78 tours comme Ricciardo en 2018. Hein. Ou une qualif sous la pluie. Tu fais une qualif Monaco sous la pluie où il sort pas forcément de son meilleur niveau. Même si le dimanche c'est nuageux ou un truc comme ça. Bon, on a vu qu'à Monaco, pour doubler... Challenge pour Verstappen, last to first à Monaco après des qualifs sous la pluie. Et si tu lui mets Stroll juste derrière, tu sais comment ça peut se terminer. Ouh là là. Juste pour finir, pour privilégier là-dessus, si Max Verstappen gagne les deux prochains Grands Prix, il atteindra les 60 victoires en F1. Et pour compléter le tout et pour nous mettre un coup de massue sur la tête, il passera Hamilton en ratio de victoires par rapport au nombre de Grands Prix disputés et se placera à la 4e place de l'histoire derrière Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari et Jim Clark. Voilà, sachant qu'il est déjà 3e en termes de nombre. Hein. Ouais, sachant qu'il est 3e en termes de victoires totales et que Michael Schumacher ne serait plus qu'à 31 victoires, ce qui paraît dingue. Ça paraît plus beaucoup. Ouais. Si vous avez connu la F1 avant 2021, dire n'est plus qu'à 31 victoires, c'est une injure, hein, puisque il n'y a que 7 pilotes qui ont plus de 31 victoires en F1 dans leur carrière. Mais là, vu ce qui se passe avec Max Verstappen, ça peut aller très vite. Les gars, faut quand même se le dire.
sous 1 an et demi à peu près, ça peut très bien arriver. Hein. Non, mais c'est ça, mais à une époque, un triple champion du monde comme Loda, il a entre guillemets que 25 victoires. Et je mets des gros guillemets quand je dis que 25. Mais voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Alors que là, 25, en une saison et demie, c'est largement plié. C'est plié. Ça peut être plié, ouais. Eh bien, c'est sur cette note joyeuse que nous allons nous quitter avant de se retrouver dans 15 jours sur les terres de Pitbull, Mr. Worldwide, en Floride, pour Vivement la Trackhouse en F1. Le Grand Prix que tout le monde attend avec impatience, à tel point qu'il reste encore énormément de places en vente à 15 jours de l'événement. C'est bizarre, les places à 10 000 balles. Ouais, c'est ce que j'allais dire, à 10 000 balles la place, c'est étonnant. C'est étonnant. Mais bref, ils ont voulu faire la même guéguerre qu'à Vegas. C'était déjà ça avait déjà commencé. Les places ont été déjà très très chères, mais ce qui avait pris sur les 2 premiers Grands Prix avec la hype prend beaucoup moins sur cette 3e saison. Ils arriveront sans doute à remplir, mais le public floridien, si c'est pour voir un cavalier seul de Max Verstappen, va peut-être se lasser à terme. Ça sera d'autres sujets à voir à l'avenir, mais on va se retrouver dans 15 jours sur une piste artificielle, avec des tribunes artificielles, avec une marina artificielle, bref, au Grand Prix de Miami. Une destination race comme tu les aimes. Ah, mais comme je les adore, il manquerait plus que ça soit. Non, bref. En tout cas, messieurs, je vous remercie de cette longue émission. Merci à toi, où on a pu enfin poser sur la table Pierre. certains sujets qui nous tenaient à cœur depuis un moment et qu'on attendait pour poser. Et puis, on se retrouve dans 15 jours pour Miami. Salut! Salut à tous, merci Clément, merci Pierre, salut à merci tous. Et merci à toi Clément dans ces conditions d'avoir parlé des équipes de bras cassés. Allez, ciao.